vers minuit, ne connaissant strictement personne. Alors nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y avait pas d'hôtel, nous étions dans un pays où on ne connaissait personne. Alors on s'est dit, on va ouvrir le bottin. Et il est à peu près sûr que l'instituteur du coin ou le médecin, n'est-ce pas, sont des anciens de Villepomati. Et le premier à qui nous avons téléphoné, quand nous avons regardé l'annuaire, ils nous avaient dit, bien sûr, mais je vous connais, nous étions promotionnaires, ou enfin, vous étiez Montbleu, etc. Et il est venu nous chercher, il nous a amenés chez lui, sa femme nous a fait à manger, et nous nous sommes retrouvés chez nous. Et vous savez, cet esprit-là demeure, c'est-à-dire un esprit africain qui est tout à fait, si vous voulez, le contraire de l'esprit régionaliste et territorialiste qu'on a inculqué à nos jeunes actuellement. Prenez les jeunes dans nos lycées ou à l'université, ils sont sénégalais, ils sont ivoiriens, ils sont maliens, alors que nous étions d'abord africains et c'est extrêmement important. Très important. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez militaire. Oui. Alors, quel grade avez-vous? Voyez-vous, je suis deuxième classe. Vous étiez un bon militaire? Non. Non, je n'étais absolument pas un bon militaire. Au contraire, j'étais un militaire très turbulent. Et souvent, je suis passé à côté de sanctions extrêmement graves. Enfin, si vous voulez, pour vous dire un mot très rapidement sur ma vie militaire, d'abord, comme je vous l'ai dit, j'avais passé le bac et j'avais eu à l'époque une autorisation de m'absenter pendant quelques jours. Alors que mes camarades étaient déjà enrôlés, se trouvaient au camp marchand à Rufisque et avaient commencé la préparation militaire, moi je suis arrivé avec 15 jours de retard. Et je me rappelle, je suis venu avec une valise qui était remplie de bouquins. Et en passant à côté d'eux, la valise est tombée, n'est-ce pas? Et tous mes bouquins se sont déversés par terre. Et l'adjudant qui était en train de leur expliquer le fonctionnement d'un fusil a dit, encore un intellectuel, qu'est-ce qu'il vient celui-là nous? Et il a utilisé une expression, enfin il a utilisé un grand mot. Alors il me dit, qu'est-ce que vous venez foutre là? Je dis, mais voilà, je suis appelé, je viens rejoindre mon corps. Il me dit, alors comme ça, vous arrivez comme ça, 15 jours après. Alors je lui ai expliqué. Et à partir de ce jour-là, on m'a classé les militaires français qui étaient là, jeunes lieutenants et tout ça, qui avaient fait quelques vagues études qui devaient correspondre aussi au niveau de bac, me considéraient comme l'intellectuel du coin. Et pratiquement tout le monde m'en voulait, on me cherchait noise. Alors qu'en réalité, je ne faisais absolument pas un étalage du peu de choses que je savais à l'époque. Et on m'a mené la vie dure. Et je me rappelle par exemple qu'au bout de 3 mois d'instruction, on nous a fait passer un examen pour voir les gens qui étaient instruits, qui pouvaient être utilisés dans les bureaux. Et pratiquement tout le monde était affecté, sauf moi. Moi j'étais affecté pour pour badigeonner les bâtiments. Et par la suite, j'ai eu des problèmes avec un lieutenant qui était là, un lieutenant français. J'ai failli être gravement sanctionné, j'ai failli même passer devant le tribunal militaire, mais par le plus pur des hasards, j'ai été revendiqué par Panafro, le commandant d'état-major qui était tombé sur mon curriculum vitae et voulait un collaborateur. Il m'a fait venir à Ouakam. Et là, il m'a dit, mais justement, vous étiez affecté dans mon corps, comment ça se fait que vous ne soyez pas là depuis? Alors je lui ai expliqué. Et il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui ai dit, je suis instituteur, mais j'étais en train de préparer le bac. Il m'a dit, mais c'est très bien, vous savez, moi j'apprécie beaucoup les jeunes, les gens qui veulent travailler, puisque vous avez été candidat libre au bac, mais je vais vous mettre dans d'excellentes conditions, demandez-moi ce que vous voulez et je le ferai. Alors je lui ai dit, moi l'essentiel c'est que je ne sois pas très loin du lycée pour pouvoir prendre des cours le soir. Alors aussitôt il m'a fait affecter au camp qui s'appelait le camp, enfin un camp militaire 7e RTS, et de là j'étais pas très loin du lycée, j'ai pu prendre mes cours. Mais entre autres, j'ai eu des bagarres contre des jeunes officiers français qui venaient du Vietnam à l'époque. Ils étaient allés casser du Viet, bon, ils étaient venus un peu au Sénégal avec le même esprit, et ils m'ont provoqué. Il y en a un à qui je donnais une bonne correction, et
La caserne était divisée, les officiers étaient divisés, ceux qui voulaient me traduire devant le tribunal militaire pour avoir frappé un sous-officier français à l'époque, c'était considéré comme très grave, et d'autres qui avaient considéré que j'avais été insulté et que ma réaction était tout à fait normale. Et parmi ceux-là qui me défendaient, il y a le général Agostini, qui aujourd'hui appartient à l'état-major français. Vous avez toujours été un homme récalcitrant? C'est-à-dire, je suis un homme récalcitrant et je ne fais pas de concessions sur l'injustice. Je crois que c'est surtout ça. C'est-à-dire, je m'efforce d'être un homme juste, mais je ne tolère pas l'injustice. Maître, pouvez-vous me dire maintenant à quel moment de votre vie vous avez décidé que vous seriez un homme politique? Oui, enfin, je ne sais pas, je crois qu'il est difficile de voir l'évolution. Mais enfin, disons, à partir de quel moment j'ai eu ce qu'on peut appeler une conscience politique. C'est-à-dire le passage de cette conscience tout à fait individuelle des choses, de l'égoïsme individuel, à la conscience de la collectivité et de ses problèmes. Moi, je crois que ça s'est passé quand j'étais maître d'internat au lycée. Un jour, j'ai eu entre les mains un article dans lequel il était question de Kwame Nkrumah. Je ne sais pas comment ce document m'est venu entre les mains. Et j'ai lu, au sujet de la conférence de Manchester des nationalistes africains, une déclaration de Kwame Nkrumah, datée de 1945, dans laquelle il disait que les colonialistes ne nous apporteront jamais l'indépendance sur un plateau d'argent, qu'il fallait se battre, etc. Et il avait parlé des Noirs, d'Afrique, de l'Amérique, de leurs souffrances, etc. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai eu quelque chose qui a été déclenché en moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis mêlé plus ou moins à des formes d'organisation. Par exemple, il existait à l'époque les étudiants du RJDA. Je n'étais absolument pas parmi les dirigeants, mais j'ai commencé à m'intéresser, vous voyez, à aller aux réunions. Et à la même époque aussi, je le rappelle, c'était l'effervescence politique, le RDA, la SFIO de Lamine Gueye, le PFA de Senghor, Mamadou Dia, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller à toutes les réunions politiques, écouter les leaders, applaudir. Et mon idole, c'était Darboussier. Mais en 50 et 51, vous avez pris contact avec le Gareb d'Abdoulaye Ly. Oui, alors là, c'est-à-dire qu'en février 1950, je suis donc allé à Paris, boursier, au lycée. Vous savez, dans les lycées, dans les grandes écoles, dans la préparation des grandes écoles, on n'a pas tellement de temps. J'étais donc pris par la formation, mais il y a toujours le virus politique, si vous voulez, qui m'a démangé. Et comme tous les étudiants de l'époque, on se retrouvait, on discutait de l'Afrique, des problèmes, de tous les problèmes. Et j'avais trouvé sur place un certain nombre de formations qui existaient déjà et qui avaient été créées par des Africains un peu plus anciens que moi. Il y avait à l'époque le GAREP de Abdoulaye Ly. C'est un groupement d'études. Et il faut dire que le GAREP recrutait sur des bases élitistes, c'est-à-dire ce sont les meilleurs qui étaient au GAREP. Oui. Ceux qu'on considérait comme les meilleurs à l'époque. Il fallait être un intellectuel considéré. Voilà, qu'on considérait quelqu'un qui n'échouait pas ses examens. Bon, c'est ainsi que les Abdoulaziz Wan, Babacar Ba à l'époque, et beaucoup d'autres étaient membres du GAREP. C'était quelque chose d'un peu mystérieux pour les autres étudiants parce qu'ils se réunissaient entre eux, ils discutaient, ils lisaient des livres, etc. Et c'est Abdoulaye Ly qui s'occupait donc de leur formation. Mais à côté, il y avait l'association des étudiants du RDA qui était dirigée par Cheikh Anta Diop. Bon, moi j'avoue que je n'étais attiré ni par l'une ni par l'autre de ces formations. Mais Abdoulaye Ly m'a contacté et il a reconnu d'ailleurs que j'avais été, je crois, le seul à lui avoir résisté parce que je n'ai pas voulu rentrer dans son groupe puisque je n'étais pas convaincu par
ni par ses théories, ni par son approche des problèmes. Et de l'autre côté, je trouvais le RDA très tiède. Ouais, je vous ai dit, moi je suis parti sur des bases nationalistes, donc moi j'étais pour l'indépendance, alors que le RDA à l'époque était plutôt pour une sorte d'union française démocratique, enfin, etc., etc. Alors je me suis donc trouvé, si vous voulez, un peu sur le plan politique, un peu isolé par rapport au groupe politique qui existait à l'époque. J'ajoute qu'il y avait un autre groupe qui était peut-être le groupe le plus dynamique, qu'on appelait le groupe des langues. C'était créé par le Parti communiste et c'était des communistes africains qui étaient là-dedans. Ils étaient extrêmement dynamiques, ils vendaient de l'humanité, ils savaient discuter, ils avaient énormément d'arguments. Alors de sorte que je me suis un peu trouvé isolé. Je n'avais pas voulu intégrer le Gareb. Par la suite, j'ai intégré quand même, mais par la suite seulement, l'association des étudiants RDA. Mais auparavant, je me suis retrouvé avec Majmoud Diop. Nous avions à peu près les mêmes idées, les mêmes lectures, les mêmes aspirations, les mêmes opinions politiques. Et nous avons formé une association des étudiants nationalistes. Alors en disant, nous voulons poser d'une manière très claire et très nette le problème de l'indépendance. Objectif, indépendance de l'Afrique. Alors c'était très osé comme